Bonjour à tous pour cette 7e émission de Radio Mortimer. Radio Mortimer, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission 2.0 faite par une bande de blogueurs, tweetos et amoureux du théâtre et de spectacles vivants. Notre seule ambition, partager avec le cœur et dans la bonne humeur notre passion à travers une émission en live où nous critiquons et débattons des spectacles que nous avons vus et souvent aimés. Au sommaire de cette émission, alors, mon ange, avec autour de la table avec moi Mordu de théâtre, Théâtre Côté Cœur et Théâtrelle. La spéciale Jérôme Bell du Festival d'automne, avec Maxime et Lucille des Espaces Libres et Théâtre Côté Cœur, suivi de Scapin, avec Théâtrelle, 4e mur et Sur les planches, puis Flamme, animé avec moi Théâtre Côté Cœur, Mordu de théâtre et 4e mur, et enfin Les Deux Frères et les Lions du Poche Montparnasse, Théâtre Côté Cœur, Théâtrelle et 4e mur. Donc, première pièce débattue ce soir, Mon Ange, avec donc, je me répète, Mordu de théâtre, Théâtre Côté Cœur et Théâtrelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Mon Ange. C'est une pièce d'Henri Neylon avec Lina El Arabi, mise en scène par Jérémy Lippmann, qui se joue au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 30 décembre. Le pitch, et corrigez-moi si je me trompe, inspiré d'une histoire vraie, Mon Ange relate l'incroyable destin d'une jeune femme kurde devenue malgré elle le symbole de la résistance étudiante, en droit à Alep en 2014, alors que sa ville, Kobané, est assiégée par Daesh. Par le spectacle, parce que on découvre en fait la vie de Rihanna, qui est une jeune fille qui vit dans la ferme de son père et qui est étudiante et qui pense pas du tout à la guerre, qui ne veut que devenir avocate. Elle est jeune, elle est assez moderne, elle écoute Rihanna, Beyoncé, tout ça. Voilà. Et en fait, son père, malgré tout, lui apprend quand même à tirer, parce qu'il veut qu'elle puisse se défendre. Et en fait, avec la prise de Kobané par les forces de l'État islamique, sa famille décide qu'elle doit fuir avec sa mère, donc elle va quitter Kobané, laisser son père derrière elle, et puis elle va être enlevée, et il va lui arriver plein de mésaventures, et elle finit par ne pas fuir parce qu'elle va aller chercher son père. Et là, elle devient combattante un peu malgré elle, puisqu'elle s'est tirée pour les forces kurdes. Moi, j'ai trouvé que c'était très très fort. La mise en scène est quand même assez dépouillée. Et les décors, il y a pas grand-chose. On a juste Lina El Arabi qui évolue sur scène, qui raconte son histoire, qui incarne plusieurs personnages, donc qui change de voix, qui change de regard, qui change d'attitude au fil des personnages qu'elle incarne. Et malgré le fait qu'elle soit toute seule sur scène, que le décor soit complètement dépouillé, il y a juste un halo de plumes. D'ailleurs, au début, on ne voit pas très bien ce que c'est. On ne voit pas trop ce que c'est. Et ça fait un peu des plumes. Ensuite, on devine que ce sont des feuilles, les arbres qui l'entourent. Moi, j'ai vu aussi les fantômes un peu. Oui. Les fantômes de tous les morts de la guerre, quel que soit leur... On voit tout, on imagine tout. On a l'impression d'être dans un bunker à un moment. On entend aussi vraiment quand elle est dans le camp, on entend tous ces bruissements et on voit toutes ces ombres. Voilà. Et malgré tout, en fait, on imagine tout ça. On est complètement plongé dans l'univers de Rihanna et de la guerre. Et il faut dire que la jeune femme qui l'interprète, Lina El Arabi, est juste incroyable. Elle est complètement, elle est magnifique. Elle a une robe du soir noire et elle raconte, elle vit tout ça, elle incarne tout ça. Elle est complètement tendue. Elle a une colère en elle et une énergie. Enfin, c'est vrai qu'elle est tendue. On voit ses mains qui sont crispées, mais dans une position. Enfin, c'est. Je me suis demandé si c'était pas une façon pour elle de tenir, parce que elle a un physique de danseuse quand même. Je me demandais si c'était pas une façon pour elle de tenir son personnage et de canaliser ses bras, son corps. C'est peut-être une méthode, mais en tout cas ça passe hyper bien parce que vu le texte et vu la force du récit, de toute façon on est aussi tous très très tendus avec elle et ça passait bien. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit en robe du soir. Je trouve que ça contrastait. En robe du soir, en longue robe noire. Voilà. Ça contrastait un peu avec le récit, avec les mots, et ça adoucissait un peu la chose. Si elle avait été en treillis, je pense que ça serait beaucoup moins bien passé. Ouais. Voilà, vraiment. On a vraiment une figure féminine, une jeune femme. Elle a 21 ans. Oui. Elle a une maturité de jeu qui est extraordinaire. On est vraiment captivé. Il y a
Moi, ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est justement cette scénographie et cette lumière. On est dans la pénombre dès le départ. C'est le travail de Joël Urbecht, qui est un travail absolument magnifique. On est dans cette espèce de noir et blanc, de pénombre du début à la fin. Et on est complètement plongé dans cette atmosphère, dans cette guerre. On suit cette jeune femme qui, au départ, qui est la vie, qui est une jeune femme moderne, qui n'a qu'une envie, c'est de lire et de devenir avocate et de vivre comme toutes les jeunes filles, et qui se fait rattraper par l'histoire de son pays, qui est tragique, et qui va finir par choisir la guerre contre Daesh plutôt que la fuite vers l'Europe pour essayer de sauver son père. Et elle va se retrouver à être dans les pas de son père, qui a été un combattant à une époque. Et c'est magnifique, c'est prenant, c'est très stressant. C'est un spectacle qui est très dur par le texte, très dur par l'atmosphère. Les sons sont parfois très forts, parfois trop forts. Ça peut secouer, ça peut perturber. C'est les sons de la guerre ? Oui. C'est les kalachnikovs. Les kalachnikovs, le bruit des armes, les coups de feu. Il y a une chose aussi que j'ai bien aimé, alors ça c'est dans le texte, je trouve qu'il n'y a pas de prosélytisme. C'est une jeune fille kurde, c'est l'armée de Daesh, mais voilà, c'est juste dit, absolument. Mais on s'attache à l'histoire de Rihanna. Oui. C'est pas du tout, c'est pas religieux. C'est pas religieux du tout. Et je trouvais ça bien justement parce que ça permet en fait de peut-être aussi d'apprécier mieux son histoire. Et de ne pas être pris violemment à partie. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et du coup, ça en fait un propos qui est très universel, qui est complètement universel. On est là, effectivement, en Syrie, et c'est Daesh, mais ça pourrait être n'importe quelle jeune fille prise dans n'importe quelle guerre, n'importe où dans le monde. Je suis d'accord. Acte de résistance. Complètement. Et moi, je trouve que c'est un spectacle, oui, dur. C'est insoutenable. C'est vraiment très très dur. On s'identifie totalement. Et c'est peut-être encore un peu tôt après... ce que nous, modestement, on a pu vivre ici. Et c'est un spectacle très très dur. Et d'ailleurs, il y a un beau silence à la fin. Un silence, on ne sait pas... Enfin, applaudir, c'est dur aussi, parce que même si c'est nécessaire, moi, je comprends pas comment elle peut faire ça tous les soirs, vivre ça tous les soirs, parce qu'elle le vit. Et c'est extrêmement fort. Et voilà, moi, j'ai passé la moitié du spectacle allongée sur sur le strapontin à côté de moi, parce qu'il y a des images qui sont vraiment très violentes et très parlantes. C'est vraiment dur. Mais c'est nécessaire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est vraiment un spectacle essentiel. À voir, absolument. C'est une des raisons d'être du théâtre. De montrer l'indicible de cette guerre à l'autre côté du monde. Complètement. De nous rappeler que c'est pas si loin que ça, que ça se joue pas si loin que ça, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. On peut tous résister, même si on a envie d'être avocat à la base, on peut tous résister à notre manière. Parce qu'au final, le combat se mène par d'autres qu'elles pour les mêmes raisons. À ce moment même. Oui, absolument. Ah oui, complètement. Et comme dit Mordu, je trouve que c'est vraiment la raison d'être du théâtre, c'est de témoigner, de montrer des choses, de nous amener là où notre quotidien ne nous amène pas du tout, puis de nous ouvrir un peu les yeux, de façon très, je ne veux pas dire neutre parce que c'est pas le mot, de nous ouvrir des portes, des fenêtres, et puis de nous donner à voir d'autres paysages, d'autres situations, d'autres personnes, de voir par un autre prisme que celui des actualités. Ouais, c'est vraiment ce reportage. C'est un spectacle qui nous prend et qui nous jette dans une réalité qu'on essaye d'un peu oublier. Et je pense qu'il faut aussi se mettre en condition peut-être avant, parce que quand on sort d'une journée normale et qu'on va voir ça, c'est extrêmement dur. C'est perturbant, c'est bouleversant. On n'en sort pas le sourire aux lèvres, ça c'est clair. On en sort vraiment secoué. Oui, ça va gâcher votre soirée, quoi, fondamentalement. Voilà. Mais non, parce que je pense que ça reste en nous. C'est dramatiquement beau. Ouais. Esthétiquement, il y a vraiment quelque chose de recherché et de très intelligent. Les jeux sur les lumières, puis même sa robe qui plusieurs fois, c'est une femme, c'est une figure féminine, elle est belle, mais néanmoins ça reste aussi, malgré tout, parfois un moment tueuse, quoi. Et elle a aussi parfois un aspect ange de la mort qui est aussi effrayant, même si l'instant d'après, d'avant, elle était si belle et si féminine. Quand elle se rend compte que tuer, finalement, c'est... Appuyé. C'est facile. C'est juste appuyé. C'est juste appuyé. C'est juste... Une fois que c'est la première fois. La première fois est dure, et après, elle dit qu'elle meurt. Enfin, elle meurt à chaque fois qu'elle tue. Elle meurt un peu, mais...
mais elle le fait. Elle le fait quand même. La fin est complètement sidérante en fait. On retenait son souffle, pardon. Je crois tout le monde comprend ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et moi, je sais que je respirais pas. Je respirais plus. J'attendais. On est suspendu. Voilà, on est suspendu à ses lèvres. On est complètement hypnotisé par Lina El Arabi. Et puis on attend et voilà. Et quand ça se termine. Il y a vraiment une très belle fin d'ailleurs. Souvent on est un peu déçus au théâtre parce qu'il n'y a pas des fins, ou alors soit elles sont attendues, soit elles tombent un peu comme ça. Là il y a une belle fin qui pose des choses. Donc merci à Mort du Théâtre Côté Cœur et Théâtrelle pour avoir si bien parlé de Mon Ange. Donc je le répète, c'est Tristan Bernard jusqu'à la fin de l'année, c'est la prolongation. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de le voir, au moins de découvrir cette belle offre. Donc, à très vite. Deuxième chronique de la soirée, là c'est beaucoup plus compliqué. On parle d'une spéciale Jérôme Bel. On a voulu parler de cet artiste associé au Festival d'automne qui donc présente plusieurs œuvres dans le festival. Alors avec moi autour de la table, Maxime et Lucille des Espaces Libres et Théâtre Côté Cœur. Yann dit je vous conseille de foncer voir Gala de Jérôme Bel au rond-point. On en sort heureux et ils sont épatants, ces danseurs, amateurs et pros. Donc Gala ne fait partie qu'un des spectacles de cette spéciale Jérôme Bel. Il y a donc Isabelle Théâtre, Cédric Andrieux, Belle by Belle, Véronique Joanneau, Pitchek. Non, Lucille, s'il te plaît. Non, en fait, après Maggie Marin, Forsyth et Lucinda Childs, c'est effectivement à Jérôme Bel que le festival d'automne consacre son portrait de chorégraphe avec non moins de 8 spectacles. Donc effectivement, les énumérer tous, ça devient assez long. Et parmi ces spectacles de création, rien que cela, ce qui est assez conséquent quand même. On a rarement vu ça au festival d'automne. On parle de Jérôme Bel en tant que chorégraphe. Et on va peut-être discuter de ça avec Maxime et les théâtres Côté Cœur. Et maintenant, si l'on accepte la définition, pendant longtemps, Jérôme Bel ne comprenait pas trop pourquoi on l'appelait ainsi, on le définissait ainsi. Et je suis assez d'accord avec ça, puisque c'est pour moi beaucoup plus qu'un chorégraphe. C'est vraiment un sociologue de la danse, un philosophe, mais aussi un dramaturge, un metteur en scène. Et ce qu'il fait à travers ces différentes pièces qui sont quand même très très différentes, on va pouvoir parler de celles qui ont déjà commencé, qui ont déjà été jouées, tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire et ça nourrit vraiment notre réflexion sur la danse certes, mais aussi le spectacle vivant en général. Oui, c'est vrai que c'est son principe, il le dit, c'est de déconstruire le spectacle et de voir ce qui se passe derrière le décor. Et il veut aussi confronter le public à ses responsabilités de spectateur et à sa manière d'interpréter ce qu'il voit. Et c'est en ça qu'il est assez perturbant. Je suis tout à fait d'accord sur la définition de sociologue de la danse. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti après les 2 spectacles que j'ai vus, qui sont Gala et Isabelle Théâtre, qui sont 2 spectacles complètement déconcertants si on s'attend à aller voir un spectacle de danse. On est plus entre du théâtre, de la danse et de la réflexion sur la sociologie, sur qu'est-ce qui fait la danse, et qu'est-ce qui fait un spectacle, et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de danser. Dans Gala, ce sont des amateurs et des professionnels qui sont mis en scène. Le Disabled Theatre, c'est des personnes qui sont en handicap mental. C'est une troupe suisse. Des professionnels. Des professionnels, des acteurs professionnels, pas des danseurs. Et il y a un petit peu la même construction dans les 2 spectacles, c'est-à-dire qu'on commence par une présentation des acteurs ou des danseurs. Dans Disabled Theatre, ils commencent par se présenter un par un, ils doivent rester 1 minute devant le public. Il y a des choses qui sont assez déstabilisantes, on se met facilement à la place des acteurs ou des danseurs, en disant comment est-ce que moi je réagirais dans cette situation. Et puis ils vont parler d'eux, donc de leur goût, et à un moment ils vont se mettre à danser en solo pour ce qui est de Disabled Theatre, en solo et en groupe pour Gala. Et là c'est des moments de grâce, je trouve. Il y a une joie, un bonheur qui ressortent
de cette danse qui est une danse plaisir Libératrice. et libératrice, où ils peuvent exprimer des émotions en toute liberté, et ça rejaillit sur nous. Il y a vraiment des très beaux moments dans les deux spectacles. Bah, c'est effectivement deux spectacles qui fonctionnent en duo, et ça fait partie des spectacles les plus récents qu'il a montré. Gala, c'est le dernier en date. Et c'est marrant parce que tu dis on s'attend pas à voir ça quand on va voir un spectacle de danse parce qu'il y a peu de moments dansés, alors qu'en fait Isabelle Theater, c'est justement le spectacle de Jérôme Bel dans lequel il y a le plus de danse. Donc c'est pour dire. Le premier spectacle le deuxième spectacle qu'il avait créé, qui est donc éponyme, qui s'appelle Jérôme Bel, et qui est redonné en ce moment au Festival d'automne, et date de 95, et pour le coup, là, il n'y a pas du tout de danse, en fait. C'est vraiment une réflexion sur le corps, et pourtant, dès ce moment-là, on l'a appelé chorégraphe. Il fallait le catégoriser, justement, son travail sur le corps. Au théâtre, c'est en effet plus un chorégraphe qui s'en occupe. Oui, parce qu'il n'y avait pas non plus de parole dans ce spectacle. Il y a des sifflements, on va dire, mais il n'y a pas de parole non plus. Alors moi, j'ai découvert Jérôme Bel avec le Festival d'automne. Je n'avais jamais vu ces spectacles avant. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'en voir plusieurs à la suite. Et effectivement, il interroge aussi qui a le droit d'être sur une scène de théâtre. Donc entre les amateurs, les personnes handicapées, justement, et... C'est vrai que tu parlais de joie, là, notamment dans Disable Theater, on voit à quel point, au départ, on voit leur corps arriver. C'est un corps qui a du mal quand même à se mouvoir, même si c'est mental, il y a quand même une difficulté à se mouvoir. Et donc on sent des limites, on se demande où ils peuvent aller. Et je trouve qu'à partir du moment, après, ils prennent la parole et ensuite ils dansent. Et là, il y a une espèce de petit miracle, c'est-à-dire qu'ils se laissent complètement aller, et là leur corps finalement s'exprime, et c'est assez jouissif de. Celle que j'ai trouvée le plus emblématique, c'est Julia, qui quand elle se présente sur cette minute ne lève pas les yeux. Enfin, on voit qu'elle essaye de lever la tête pour regarder le public, mais elle n'y arrive pas. Et quand elle se met à danser, elle est complètement métamorphosée. C'est incroyable, oui, tout à fait. On est bluffé par son solo, en fait, qui contraste beaucoup avec ses yeux baissés au départ. Donc, là, on se dit que ça vaut vraiment la peine, un vrai talent derrière finalement, et je trouve que Jérôme Bel a le mérite de mettre, c'est un geste politique aussi, de mettre ces personnes handicapées ou ces amateurs dans une moindre mesure sur une scène de théâtre, et de signifier qu'ils ont du talent, qu'ils ont quelque chose à dire. Tu as dit tout à l'heure qu'il questionnait qui a le droit d'être au théâtre, donc tout le monde pour lui. Complètement. Complètement. Parce qu'il a quand même travaillé avec des professionnels. D'ailleurs, moi j'adore le cycle où il donne la parole à des danseurs. Donc c'est là aussi où je dis qu'il devient dramaturge, même si au final ce sont les danseurs eux-mêmes qui deviennent auteurs de leurs propres textes, et où finalement les danseurs, donc que ce soit Véronique Doineau ou Cédric Andrieux, Pichen Klunchun, j'en oublie un, vont finalement plus se montrer en tant que penseurs de leur rôle de danseur plutôt qu'en tant que danseur, même s'il y a quand même des passages dansés. Et ça, c'est vraiment le travail que j'admire le plus chez lui. Oui, ils reviennent sur leur parcours, dans le cas de Véronique Doineau, de Cédric Andrieux, ils reviennent comme dans un témoignage, et parfois ils dansent leurs propres souvenirs en disant voilà, ça par exemple j'ai adoré le danser, ou j'avais par exemple comme avec Cédric Andrieux et Merce Cunningham, il dit j'avais cette espèce de rituel chaque jour d'entraînement, enfin de pratique, on avait cette espèce de rituel à faire, et là il montre le rituel qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est très sensible comme prestation, et on rentre vraiment dans l'intimité du danseur, et je trouve que c'est vraiment très, si je résume, il donne la parole à des gens qui d'habitude ne s'expriment pas, les danseurs, enfin pas par la parole en tout cas, oui, tout à fait. Et ils permettent à des gens qui ne savent pas utiliser leur corps de danser. Oui, c'est ça. Après, qu'ils ne savent pas utiliser leur corps, bon, par exemple, quand on parle des handicapés mentaux, la troupe du Théâtre Aura, voilà, ce sont des professionnels. Et justement, ils se présentent sur la scène comme tels. Donc bon, ils sont censés pouvoir utiliser leur corps, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc tu as tout à fait raison de dire que c'est pas des corps qu'on a l'habitude de voir sur scène. D'ailleurs, dans Gala, il y a une personne qui est handicapée physique, qui est en fauteuil roulant. Dans Tombe, alors il a utilisé le même... Et assez lourdement, je crois. Oui, elle peut pas marcher. Oui, enfin non, je veux dire, non, c'est vrai que
Mais dans Tombe, bon là c'est pas dans le festival d'automne, mais dans Tombe qui a été donné à l'Opéra de Paris la saison dernière, il donne aussi la parole il fait monter sur scène des personnes qui ne partageraient jamais la scène avec les danseurs de l'Opéra de Paris. C'est toujours ce même principe en fait qui revient. En tout cas, il est dans ce cycle-là en ce moment. Mais c'est vrai qu'on peut le rapprocher finalement de la sociologie ou même de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'il met très peu en scène, il y a très peu de billets de mise en scène, il laisse les interprètes s'exprimer et en ça, ça permet aux gens de découvrir des personnes et leurs talents. Peut-être qu'on peut, pour conclure, juste parler du spectacle, donc de l'une de ses créations qui va être la création vraiment de Jérôme Bel pour ce festival d'automne, qui s'appelle justement Un spectacle en moins. Et depuis tout à l'heure, on ne cesse de dire qu'il est à la fois sociologue, peut-être même ethnologue de la danse. Et là, il s'est vraiment inspiré d'un des rares textes de Gilles Deleuze qui porte sur le théâtre, et qui s'appelle Un manifeste de moins, justement, où il va essayer de non plus faire du spectaculaire, mais de faire du moins. Donc on a vraiment hâte de voir ça, et c'est à la Commune, puisqu'il est artiste associé à la Commune, du 8 au 10 décembre. Donc merci Lucille, merci Théâtre-Côté-Cœur pour nous avoir si bien parlé de Jérôme Bel. Qu'on peut encore voir, il y a donc les 8 spectacles qui se continuent pendant tout le festival, et sur le site du Festival d'automne, vous avez toutes les dates et tous les lieux, puisque c'est un petit peu partout à Paris et autour. Comédie Béthune, Théâtre de Beauvais, Espace les 89, il y a du théâtre aussi en banlieue. Donc merci à vous. Merci. Donc place au troisième spectacle chroniqué ce soir, Scapin, les fourberies de Scapin à la Comédie Française. Avec moi pour en parler, Théâtrelle, quatrième mur et sur les planches. Dois-je vraiment vous rappeler que les fourberies sont de Molière? En tout cas, elles le sont. Mise en scène de Denis Podalides à la Comédie Française jusqu'au 11 février. Et je vais prendre le temps de vous parler de la distribution. On sera avec une dizaine d'acteurs sur scène. Donc Bakary Sangaré, Gilles David, Adeline Bermy, Benjamin Laverne, Claire de la rue du Camp, Didier Sandre, Pauline Clément et Julien Frisson. Plus élèves comédiennes, Gaël Kalindi, Michael Warim et Aude Rouanet. Gaël Kalindi, il n'est pas élève comédien. Je me suis mélangée. Il ne le saura pas. Donc, en résumé, Octave a épousé Hyacinthe, orpheline, mais son père s'oppose vivement à ce mariage. De plus, ayant grand besoin d'argent pour faire vivre sa femme. Léandre, lui, est très amoureux de Zerbinette, enlevée par les bohémiens qui exigent une forte rançon. Henri n'a pas de revenus non plus et son père est très avare. Les deux jeunes hommes sont désemparés et demandent de l'aide à Scapin, le valet qui a plus d'un tour dans son sac, qui va donc jouer plus d'un tour à son sac à ses grincheux pères. Donc, je vais lire un petit peu de quatrième mur, pas celle autour de la table, mais une autre blogueuse. Plus les fourberies de Scapin dans la Comédie Française, moderne, complexe et aérien, une ode au théâtre à ne pas manquer. Donc, alors moi, je me suis régalée. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, vraiment vif, gai, enjoué. On est dans l'esprit de Molière, dans l'esprit farce, mais en même temps, ça reste hyper naturel, c'est vif, ça coule de source, ça va super vite. Et je trouve que c'est une adaptation qui est très fidèle, mais qui en plus dépoussière un peu la pièce sans complètement la trahir. Et vraiment, je me suis régalée. Je trouve que Benjamin Lavergne est excellent. Alors, c'est son premier grand rôle au français. Et je trouve que ça lui va très très bien. Il s'en sort carrément haut la main. Il est impeccable. Il fait preuve d'une énergie complètement démesurée sur scène. Et en même temps, il est jamais dans l'excès. Toute la distribution est franchement sympa. Moi, je mets une mention à Didier Sandre que j'ai pas du tout reconnu au début. Je me disais, mais où est-ce qu'il est? C'est pas lui. Qui c'est ce type? Didier Sandre qui et il est excellent, il est drôlissime. On se régale. Il est vraiment, vraiment super drôle. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un super Molière. Ça marche, c'est gai. La scène du sac. Moi, je trouve que il y a un côté guignol. Parce que là, Benjamin Laverne, il fait vraiment, vraiment participer le public, et ce, assez rapidement. Il fait monter un petit gamin sur scène qui va lui aussi donner des coups de bâton. Le public appelle Géronte, se fait lui-même passer pour les spadassins, pour les légionnaires.
Et je trouvais que moi ça m'a rappelé un peu Guignol en fait quand on est dans les squares et qu'on dit Guignol, c'est exactement ça et ça marche. C'est parce que la pièce est si connue qu'au final il n'y a pas de surprise dans un. La mécanique est là, c'est bien, ça marche, c'est hyper bien écrit, c'est respecté. Je pense qu'il a respecté l'esprit des tréteaux parce que je pense que Molière n'a pas voulu faire passer de message spécifique contrairement à ses autres pièces. Pourtant, il l'a écrit à la fin de sa vie. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'a pas cherché à faire de l'intellect, il n'a pas cherché à faire du visuel sophistiqué. Il a repris l'esprit des tréteaux. Je trouve que fallait oser le faire parce que sans que ça soit ennuyeux. Donc, il a vraiment forcé sur la farce. Benjamin Laverne donne effectivement beaucoup de lui-même. J'aurais une petite nuance sur Adeline Dermy qui a une scène assez longue de rire et à la limite de l'excitation forcée. Enfin, on ne sent pas qu'elle soit extrêmement à l'aise. Mais moi, j'ai pas tout à fait le même avis. Alors sur les comédiens, sur Benjamin Laverne que j'ai trouvé absolument parfait, qui apporte une dimension un peu supérieure à Scapin, qui est à la fois très enjoué, mais à la fois très intelligent, au-dessus de tous les autres personnages. C'est vers lui que tout le monde se tourne pour avoir des conseils. C'est l'intelligence. J'ai trouvé qu'il apportait une certaine noblesse à ce personnage, que j'ai beaucoup aimé. Didier Sandre, méconnaissable, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai quand on le voit dans Les Damnés, où il est très élégant, assez impressionnant, là, c'est tout l'inverse. Ensuite, sur la mise en scène en général, j'ai trouvé au contraire, certes, c'est peut-être dans l'esprit de Molière, l'esprit des tréteaux, la farce, là je suis d'accord, mais moi je me suis ennuyée en fait. Pour moi, ça n'a rien apporté de particulier. J'ai trouvé qu'il y avait un côté poussiéreux, notamment sur la scénographie, que j'ai trouvé envahissante au possible. C'est vrai que c'est peut-être l'habitude de voir les spectacles de Eric Ruff et Podalides, enfin le binôme. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en met plein la vue sur la scénographie, c'est très très beau. Mais là, il m'a semblé qu'elle mangeait en fait la moitié de la scène et que les comédiens étaient étouffés en fait par l'ensemble. J'ai pas trouvé ça effectivement. On est dans le port de Naples, il y a ces grandes palissades et cet échafaudage sur le côté. Mais par exemple, moi je trouve que dans Cyrano, la scénographie là, est complètement envahissante, alors que là, ça bouge pas. Et justement, ça bouge pas, alors que dans Cyrano, il y a une certaine fluidité. Ça bouge carrément. Voilà. Trop. Et là, j'ai trouvé que on posait effectivement ces 3 palissades, et puis après, les personnages effectivement en faisaient des caisses. Au début, c'est amusant. Tu trouves qu'ils en font des caisses ? Alors, je trouve que c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que parfois ça tombe juste, mais Adeline Dermy, sa grande scène où elle raconte. Oui, mais là c'est elle. Pour moi, elle est assez représentative finalement de l'ensemble, c'est-à-dire que le ton, à un moment est juste, et puis il y a un instant de basculement où il me semble que j'ai décroché, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai passé un bon moment, mais plus le temps passe, plus j'ai des impressions mitigées qui me reviennent. Et, voilà. Adeline Dermy, c'est vrai qu'elle en fait beaucoup. Et alors, en contraste, moi quand j'y suis allée, c'était Pauline Clément. Elle, en contraste, elle est très effacée, surtout dans la scène où elle apparaît derrière sous son voilage noir. Du coup, Adeline Dermy, en comparaison, elle est tellement exubérante. Le contraste est peut-être trop prononcé entre les deux. Mais ça vient de la direction d'acteur. Et puis aussi des personnages. C'est vrai qu'au départ, le personnage de Zerbinette, je pense, laisse un peu plus de place pour peu. Bon, voilà, après, c'est toujours des femmes chez Molière, elles sont pas toujours, ça dépend, les femmes sont pas toujours équilibrées. Mais... Oui, moi j'ai trouvé ça chaud. Vraiment, dans l'ensemble, c'est un show. Moi, je trouve que c'est un show Laverne, c'est clair. Ah oui, complètement. Moi, j'étais pas hyper. Enfin, c'est un acteur que j'apprécie, mais j'ai jamais été extrêmement fan de son travail. Et là, j'ai vraiment vu. On le voit vraiment exploser, donc ça fait toujours plaisir. Il faut le prendre comme ça, voilà. Et c'est extrêmement physique parce qu'on le voit. Enfin, moi, j'étais assez près au 3e rang. Et vraiment, on le voit, il se défonce. C'est très très impressionnant. Il est c'est physiquement. Alors, ça donne peut-être pas au-delà, mais dans les premiers rangs, c'est assez. J'étais au 2e, donc j'en ai profité aussi. C'est vrai que lui, je l'ai trouvé remarquable. Mais moi, c'est plutôt la vue d'ensemble en fait. Mais peut-être que c'est cette overdose du Molière classique que j'ai et qui est très personnelle. J'aime bien moi, quand il y a quelque chose qui me fait découvrir une autre facette de l'auteur. Et là, j'ai trouvé que on restait dans les codes. Et ça m'a manqué. C'est la pièce qui veut ça. Les Fourberies, c'est une comédie, c'est une farce, et c'est tout. C'est pas une grande pièce, c'est une pièce avec une très bonne mécanique, c'est drôle, ça marche, ça va vite, ça fait rire, mais il faut rien, on n'attend rien de plus. Je suis assez d'accord, mais c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas comment je pourrais le jouer différemment. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis un peu... j'ai trouvé que c'était parfois poussif. Mais...
Non, mais moi je trouve que c'est bien qu'il ait retrouvé cet esprit et j'en ai parfois un petit peu marre qu'on mette un message ou de l'intellect partout. Là, ça annonce la couleur, c'est une bonne farce, faut y aller comme ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre derrière, faut pas chercher de message. J'ai l'impression que et avec cet état d'esprit. Vous le trouvez trop classique quand même, j'ai l'impression. Mais ça marche. Oui. C'est très classique, mais ça marche. Moi, mais que faire d'autre parce que le texte est quand même pas d'une force incroyable. Enfin, c'est à quoi la comédie française l'a programmée. C'est quelque chose de comique parce que ça fait partie du travail de Molière et puis c'est un hit. Voilà, c'est un hit. Et puis, moi j'y suis allée un samedi après-midi, donc il y avait plein d'enfants dans la salle, mais ils étaient tous pliés de rire, ils en pouvaient plus, ils applaudissaient, ils adoraient. Et en fait, ça fait plaisir. On voit des gamins qui vont au théâtre, qui se marrent, qui découvrent peut-être le théâtre à ce moment-là, ou qui sont en train de créer leur propre culture du théâtre. Ça marche, ils sortent, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Franchement, Paris réussi, bravo. Que demander de plus. Que demander de plus. Moi, ça me va tout à fait. Donc, merci à Théâtrel 4e mur et sur les planches pour nous avoir si bien parlé de Scapin, donc à la Comédie Française jusqu'au 11 février, et aussi dans vos salles de cinéma. Je le précise. Donc, 4e pièce chroniquée ce soir, Flamme, de et mise en scène par Ahmed Madani, joué à la Maison des Métallos. Bon, je crois que c'est fini au Métallo et ça va reprendre à la Tempête à partir du 16 novembre jusqu'au 17 décembre. Alors, autour de moi pour parler de cette pièce Théâtre Côté Cœur, Mort du théâtre et 4e mur. Donc, la composition, est-ce que je parlais des comédiennes, donc, vu que c'est aussi une performance de comédienne, je vais toutes les citer. Anissa Aou, Ludivine Ba, Shirin Boussara, Laren Doulombo, Dana Fiake, Yasmina Genzi, Maureen Ilairi, Anissa Kai, Habi Hendai, Inès Zahare. J'ai fait un résumé très succinct, toujours un peu difficile quand on n'a pas vu la pièce. Née de parents ayant vécu l'exil, expertes de leur vie et de leur féminité, 10 jeunes femmes des quartiers prennent la parole. Je trouve que c'est bien résumé. Et là, donc, je vais en préambule. Vanessa a pensé plus hier. J'ai vu ça et c'était formidable. J'ai pleuré 2 fois. J'ai ri beaucoup. J'ai encore des confettis dans les flammes. Est-ce que ça vous a fait le même effet? Alors ça fait un effet effectivement de cocktail extrêmement agité. Parce qu'on voit ces femmes qui vont passer les unes derrière les autres pour raconter leurs histoires, avec à la fois de la drôlerie, du drame, des questions, tout ça pour poser un espèce de patchwork sur leur identité. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bousculant, si je puis exprimer ce mot, dans la mesure où ça pose des questions qu'on ne se pose pas forcément, et que ça remet en question un certain nombre d'idées reçues. Et donc j'ai trouvé, comme ça mêlait à la fois le drame, le rire, ça fait une sorte de cocktail un peu explosif. Elles sont bourrées d'énergie. C'est dynamique. Voilà, elles le montrent, elles l'expriment. Et c'est terriblement attachant. J'ai trouvé que c'était formidablement émouvant et attachant. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec 4e mur. En même temps, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui, ça va pas être très drôle. C'est un spectacle, c'est unique. Moi, c'était mon premier Madani, donc c'est pas le cas. Je crois j'ai vu voilà. Et je marche sur un. Donc moi, c'était mon premier, donc j'ai vu la patte. Je connaissais pas du tout l'homme. Et je découvre un truc unique. Il a une vision de la femme, il les rend belles, alors que ce sont des femmes, j'ai envie de dire normales, mais il les rend tellement belles parce qu'elles se sont senties belles avec lui, à mon avis, et il les rend incroyablement fortes aussi, puissantes. Elles croient en tout ce qu'elle dit, on a envie de leur demander des conseils. On leur a donné la parole. Ouais, c'est incroyable. C'est rare la parole de la femme au théâtre. C'est un directeur d'acteurs qui est absolument formidable. D'autant plus qu'il travaille avec des amateurs, que ce soit pour Illumination, qui était le premier volet de cette trilogie sur l'intégration, qui était les hommes, ou sur ce second volet, Flamme, qui met en scène les femmes. Et du coup, le troisième sera mixte. Mais ce sont des amateurs. Et il y a une qualité de jeu qui est absolument extraordinaire. Elles ont de l'énergie, elles sont...
Et puis surtout, elles mettent à bas tous les préjugés ou toutes les images qu'on pourrait avoir, tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la banlieue. Sont des jeunes femmes qui sont toutes différentes, d'origines différentes, et qui sont fières de leur origine, fières d'être françaises et d'être différentes. Elles le disent. Elles disent par exemple, nos cheveux sont nos racines, qui est, moi je trouve un mot très, très fort pour exprimer cette... on voit bien ces cheveux qui sont montrés ou qui sont cachés aussi parfois, et comme un critère, une partie de leur identité et une fierté. Et elles ont toutes un discours, elles ont toutes une énergie. En fait, elles refusent d'être les Pénélope du 21e siècle. Il y en a une qui parle de Pénélope, qui se compare à Pénélope, et elles refusent d'être ces femmes qui attendent un homme et qui vont rester à la maison sagement en attendant que les hommes aient décidé de ce qu'elles veulent faire. Elles sont libres, elles sont volontaires, elles sont éduquées, elles vivent, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas cantonner ça à la banlieue. Moi, je pense que c'est des femmes françaises, point barre. Je pense que justement, c'est toute la démonstration de ne pas être cantonnée à des femmes de banlieue. Ce sont des femmes françaises d'aujourd'hui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la femme banlieue. Et moi, qui suis très éloignée d'elles de par mon histoire, de partout, eh bien, je suis totalement reconnue dans leurs combats, dans leurs paroles, dans leurs luttes, etc. Donc, je pense que elles sont totalement dans l'universel de ce qu'on peut rencontrer, nous, les femmes dans la société dans laquelle on vit, et il n'y a pas d'histoire de femmes de banlieue. Justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au départ on se dit oulala, ça va être branché banlieue, machin, etc. Ça part sur des histoires, bon. Et puis petit à petit, non, elles rendent compte que c'est pas si monobloc, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Non, et je trouve que la forme aussi est très intelligente. C'est-à-dire qu'au début, ça fait un peu en enchaînement. On se dit, si c'est 1h30 comme ça, il y a peut-être un moment, ça va pas passer. Oui. Et puis, il a trouvé le truc pour arriver à dynamiser le tout. Et voilà, il arrive à changer, à se renouveler sans cesse dans son spectacle. C'est pas du tout une énumération, c'est pas... une oui, ça commence comme des confessions, voilà. Et puis il y a un phénomène de groupe qui se met en place. Il y a un très beau phénomène de groupe. La fin, je veux dire, quand elle danse, mais c'est tellement beau, on a envie de monter sur scène et de danser avec elle. Franchement, on a envie de se jouer. J'étais à la dernière au Métallo et il y avait une ambiance incroyable devant moi en plus. Alors je sais pas, c'était la sortie de la maison de retraite de la semaine. Et les gens devant moi, ils étaient complètement dingues, ils arrêtaient pas d'applaudir. Là, on s'est tous levés à la fin simultanément. On avait tous envie de chanter avec elle à la fin. C'est vivant, c'est une vraie liberté. Ah oui, il y a une énergie positive qui se dégage. Et alors là, pour le coup, on en sort vraiment avec la banane. Ah ouais. Et une force, ils nous le transmettent complètement. C'était déjà le cas avec Illumination. Moi, je suis vraiment enthousiasmée par le travail d'Ahmed Madani. Enfin, c'est pas parce que c'est le local de l'étape. Et puis, non, mais moi, on sait déjà que tu es fan. Non, mais les jeunes, les actrices, parce que moi je pense, elles travaillent comme des pros, c'est pas du tout des amatrices, on sent pas du tout que ça hésite ou quoi que ce soit. Et puis elles prennent un pied de fou sur scène. Elles sont même, je pense qu'elles commencent à avoir un peu l'habitude, donc elles viennent même un petit peu retorse et elles doivent jouer avec elles jouent déjà depuis un peu plus d'un an. Ça a été créé l'hiver 2016. Avec quelques dates. Il y a eu quelques dates à la Maison des Métallos. Elles étaient à Avignon cet été. Et elles continuent en tournée cette année. En toute la France. Ne vous en privez pas si ça passe à côté de chez vous. Notamment pour les Parisiens qui nous écoutent à la tempête dès le 16 novembre. Et je vous remercie d'avoir si bien parlé de flammes. Donc, cinquième, j'en perds le fil, et dernière presse auquel on parlera ce soir. Il s'agit des Deux Frères et les Lions, joués en ce moment au Pachon Parnasse, qui d'ailleurs prolonge. Hot fait moi autour de la table, toujours l'apothécaire, toujours 4e et toujours théâtrel. Alors, est-ce que je vais oser couper la parole Vas-y, tu l'as fait. Parce que je pense qu'il ne faut pas raconter ce que ça raconte. Je sais. Et je ne dirai pas qui sont ces lions, d'ailleurs. Je trouve que c'est c'est très bien. Une pièce de Heidi Tillep de Clermont-Tonnerre, mise en scène par elle-même et Vincent Desbostes. Avec, il y a de l'alternance dans les pièces, Lisa Pajon ou Romain Berger et Heidi de Clermont-Tonnerre. Donc ça dresse le portrait de deux frères jumeaux issus d'un milieu pauvre écossais
qui vont devenir à la fin du XXe siècle une des plus grosses fortunes de Grande-Bretagne. Je pense qu'il faut même oublier également ça. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable parce que j'y suis allée, j'avais même pas lu le résumé. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et la surprise a été encore plus belle parce que justement, je ne savais pas où ça allait partir. Parce que le début est assez étrange, la manière dont on rentre dans la tasse. Est-ce que ça se veut de l'humour anglais? Du scone et d'été. Est-ce que... ça ne faut rien dire. Faut se laisser porter. Et on ne sait pas trop quelle direction ça va prendre. Je me suis dit, est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Est-ce que ça va être du comique? Est-ce que ça va se retourner à un moment? Parce qu'au début, c'est le premier quart d'heure, 20 minutes, ça suit son cours. On se dit, mais il va se passer quelque chose. Ils vont pas se contenter de nous raconter ça comme ça. On ne sait pas du tout comment ça va. Voilà. Et petit à petit, effectivement, ça se resserre et sous cet air inoffensif et très british et humoristique, en fait, il y a des vraies questions derrière. Il y a j'ai cru qu'il y aurait un dialogue avec la salle, mais qu'il n'y en a pas eu. Et je me suis dit, si on doit prendre position, eh bien, c'est très ennuyeux. et j'ai trouvé que c'était finalement, sous ces dehors très british et drôles, pas du tout inoffensif, au fond, sur les questions que ça posait. Oui, ça interpelle beaucoup. Enfin, on est, sur un humour british où ça a l'air tout doux, tout calme, mais en fait, c'est très retors. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Je peux dire que c'est quand même une histoire du capitalisme. Tout à fait. J'en dirai pas plus. Mais ça pose quand même beaucoup de questions sur ces deux grands-pères, parce qu'ils ont 81 ans quand ils racontent cette histoire, qui paraissent sympathiques. Enfin, ils sont très sympathiques. Ils sont très mignons au début. Ouais. On s'attache au début à ces deux gamins. Et puis, au final de leur parcours, on s'aperçoit que la vie... leur vie les transforme et qu'ils se transforment petit à petit en deux personnes qui sont beaucoup moins sympas et beaucoup plus vénaux que ce qu'on pouvait attendre. Et voilà, et moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, c'est qu'en fait, petit à petit, au fil de l'histoire de ces deux jumeaux, on a un petit peu une histoire de la puissance, de l'argent, de la façon d'y arriver. Et comme quatrième mur, moi j'y suis allée sans rien lire. Enfin un tout petit peu, je savais un tout petit peu du début, mais j'ai pas lu le dossier de présentation, j'ai rien lu. Ce qui fait que quand il y a ce retournement à la fin, moi je suis tombée des nues. Et je trouve ça chouette. Et alors bon, c'est dit partout. Pourquoi pas, mais moi je trouve que j'ai eu vraiment la surprise et je me suis dit waouh. Et du coup ensuite je suis allée me renseigner. Alors c'est difficile de parler de quelque chose alors qu'on ne veut rien en dire, mais j'ai la trouvé pièce ça. étant assez courte, ça arrive assez vite de savoir. Ça arrive à la fin. Enfin, Oui, c'est l'épilogue. Oui, ça arrive dans le dernier quart d'heure et en fait c'est écrit par un des acteurs. Alors, je crois qu'il le fait à toutes les représentations, mais à la fin il explique un petit peu sa démarche artistique avec. Comme pourquoi il a pensé à écrire cette pièce, qui était une commande en fait, qui était une commande du théâtre de Cherbourg sur les îles anglo-normandes. Et puis il est tombé sur cette histoire qui est une histoire vraie, et en même temps ou peut-être peut-être pas. Faut pas. Donc c'était assez intéressant. Moi, ça j'ai donne trouvé le nom de mec. Et ça donne une. Il y a eu un vrai travail qu'il a fait de recherche, qu'ils ont fait. Il n'était pas tout seul, mais de recherche et il a réussi à mettre ça sous une forme comique, et sarcastique et voire cynique un petit peu. C'est très cynique. C'est très cynique, qui est réjouissante. Donc laissez-vous surprendre. Il y a du rythme, il y a de l'énergie, il y a de l'humour. C'est de l'humour british quand ils commencent à danser sur Kim Wilde, c'est à mourir de rire. Moi, je trouvais ça très très chouette. Ils sont à la fois ridicules, pathos, complètement ploucs malgré les tonnes d'argent, tout l'argent qu'ils gagnent. Et puis voilà, on parle de la reine d'Angleterre. Moi, je trouve qu'il y a un côté british que j'ai trouvé absolument délicieux. Et dans le jeu d'acteur. Ils sont formidables tous les deux. Ouais. Ils sont incroyables. C'était Elisa Pajon quand Moi j'ai vu l'autre. Romain Berger. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils jouent tous les deux. C'est une vraie gémellité. J'ai vu Lisa. Voilà, c'est complètement choral, que ce soit à une ou à deux voix, chacun leur tour ou en même temps. Ils se rejoignent, ils se retrouvent, ils s'écoutent sans se voir.
voilà, on voit des jumeaux sur scène. C'est limite de la chorégraphie. C'est ça, complètement. Ils sont extraordinaires. Allez-y, ça dure 1 heure, ça vous prendra pas toute la soirée. Mais c'est une très belle surprise, c'est une très belle réussite de cette rentrée au Poche qui sait si bien faire sa programmation. Enfin, et puis on peut y boire du thé, manger des scones, parce qu'ils prennent le public à témoin, donc ils partagent une coupe de champagne. Boire du whisky. Boire du whisky, pardon, à chacun des succès qu'ils racontent, du champagne, il me semble aussi. Oui, il y a aussi du champagne. Donc voilà, il y a vraiment le public fait partie est vraiment intégré dans le spectacle. Et du coup, voilà, on les écoute, on adore cette histoire, on les adore, même si à la fin on les déteste, enfin on les méprise, on sait pas trop. On sait pas trop. Et je trouve que c'est très fort de la part de Edith Hilette de Clermont-Tonnerre, parce que voilà, il réussit à les rendre touchants. Il est parti d'un postulat, enfin d'une histoire de 2 personnes qui étaient assez vénales et pas forcément recommandable. Des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, mais de qui on sait rien au final. Voilà, on sait rien, et en même temps, voilà, ils ont du pouvoir, on déteste cet argent, on déteste ce cynisme, et en même temps, on est touché par ce parcours de 2 gamins qui sont partis de rien, absolument rien. Qui se bâtissent sur une revanche. Voilà, qui se bâtissent sur, comme tu dis, sur une de revanche sur la vie. Oui, aussi. Un racisme anti-écossais. Et c'est truffé, voilà, et c'est drôle, il faut y aller. Il faut y aller. Et voilà, c'est pas tout à fait racontable. Il faut y aller. Donc, il faut aller voir tout ce dont on vous a parlé ce soir. C'est au Poche Montparnasse jusqu'au 31 décembre. Profitez-en, c'est une prolongation et c'est recommandé par Radio Mortimer. Donc je vous remercie autour de la table. Y a-t-il des coups de cœur ? Oui, alors un petit coup de cœur rapidement sur un spectacle qui est à la Manufacture des Abbesses. Ça s'appelle Criminel, ça s'inspire de l'histoire de Jacqueline Sauvage. Ça nous parle de justice et ça nous parle surtout de la justice et de son impact sur les gens et sur l'entourage du coupable. On a un personnage, Boris, qui vient de vivre 15 années en prison pour avoir payé pour un parricide. Il sort et au moment où il sort, ça va bousculer toute la vie de ses proches, de sa sœur, de son beau-frère, de son ex-compagne. C'est un texte qui est assez fort. On est sur 4 personnages puissants. C'est pas aussi puissant que Chute d'une nation, si vous l'aviez vu, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, un très beau travail de réflexion et de psychologie. On est un peu dans un thriller psychologique. C'est jusqu'au 20 décembre à la Manufacture des Abbesses et je vous encourage à y aller. Donc bientôt on arrive à la fin de cette émission, mais avant on va avoir une surprise à vous parler. Est-ce que vous connaissez la Glad Party ? Cette soirée tweetos organisée par la blogueuse Gladscope qui réunit dans le théâtre tous les passionnés de théâtre d'ici et d'ailleurs. Et si vous ne connaissez pas, sa créatrice Gladscope a commencé à teaser la prochaine Glad Party, la 8e, comme nous pour notre 8e émission de Radio Mortimer. Donc Gladscope, où et quand va se passer cette Glad Party ? Alors, avant de vous dévoiler, on va attendre encore un tout petit peu. Je t'en prie. Je voudrais d'abord vous dire bravo à tous pour ce que vous faites, pour la passion que vous partagez, pour l'énergie que vous y mettez. Je sais à quel point c'est du travail, je sais à quel point c'est fort, d'ailleurs je le fais pas. Donc bravo à tous, je suis vraiment ravie de vous suivre à chaque fréquence, que vous donnez des émissions, j'adore ça. Et je vous encourage à continuer et je vous suivrai toujours. Merci. Et Radio Mortimer est un petit peu un des bébés de la Glad Party. Voilà. La Glad Party existe depuis 3-4 ans maintenant. Depuis 4 ans. Pour raconter un peu la genèse de la Glad Party, tout a démarré il y a 4 ans, donc en mai 2013. Certains étaient là. Mordu de théâtre et moi, on était là dès la première. Christine à la deuxième. Non, Christine à la deuxième. Théâtre Côté Cœur à la deuxième. Dans une cave. Oui. Voilà, donc du coup tout a démarré dans une cave. C'est un peu triste dit comme ça. Le jingle a lancé quelque chose de sombre. C'était très sympa. Voilà. Donc on a démarré par un tweet que j'ai lancé il y a 4 ans en disant « Et si on se rencontrait ?» Parce que c'est vrai que c'est sympa d'échanger tous les jours de manière
très fréquente sur nos coups de cœur, sur nos coups de gueule, sur ce qu'on n'aime pas, sur nos galères dans les transports aussi quand on se raconte ça sur Twitter. Et c'est aussi sympa de passer une soirée sans forcément aller voir une pièce, mais autour d'un verre pour discuter ensemble. Et j'avais envie, moi, en tout cas il y a 4 ans, de rencontrer tout le monde, de mettre des visages derrière tous ces tweets. Et on a lancé ça. Et on en est maintenant à la 8e. Donc les 2 premières se sont faites dans un bar. Et derrière, les théâtres ont pris part à cette joyeuse fête. Ils ont suivi le mouvement. Ils nous ont tous, il y en a plusieurs qui nous ont accueillis. Alors j'ai ma petite liste parce que ça commence à faire... Le théâtre Saint-Georges. Le théâtre Saint-Georges, le théâtre des Champs-Élysées, le théâtre du Palais Royal, le théâtre du Poche Montparnasse et le dernier, le théâtre de l'Odéon. Donc à l'Odéon, c'était en juin 2016. Ça commence à faire un petit peu long. Je crois que moi, en tout cas, vous me manquez. Il y en a aussi beaucoup, je crois, depuis qui nous ont rejoints sur Twitter et que je n'ai pas rencontrés. Je serais ravie de les rencontrer. C'est pour ça qu'on va faire nos retrouvailles le 4 décembre 2017, donc là, tout bientôt. Dans un mois. Voilà, dans un mois. Donc notez bien cette date, le 4 décembre. Et où ce sera? C'est la Comédie Studio des Champs-Élysées qui nous accueille le 4 décembre. Donc je remercie Stéphanie Fagado de nous recevoir dans son théâtre et toute l'équipe de la communication du théâtre de la Comédie Studio des Champs-Élysées. Donc le 4 décembre, qu'est-ce qui s'y passera? Il s'y passera une soirée pour découvrir leurs coulisses, pour se rencontrer, pour gagner des places de théâtre à la Comédie Studio et peut-être ailleurs, pour se rencontrer, se découvrir et parler de nos coups de cœur. Et passer un excellent moment. Et manger et boire. Voilà, et boire, évidemment. Et discuter, beaucoup. Beaucoup trop. Donc la Comédie Studio nous offre en ce moment en plus une très belle programmation qui sera mise à l'honneur. On a Les Vibrants, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Non, pas encore. Voilà, donc ce sera l'occasion d'y aller d'ici là. Il y a Redouane Arjan, donc on m'a dit beaucoup de bien. Victor Vincent, un illusionniste. Un autre magicien, mais celui-ci des mots. En février, tu m'as volé des mots. En février, Michael Hirsch. De tout ce joli monde à la Comédie Studio. Qu'on rencontrera, j'espère, à cette occasion. Donc notez bien la date. Les inscriptions seront sur Twitter d'ici là, en plusieurs vagues. Donc vous inquiétez pas, on sera nombreux, je pense, à les partager. Vous les verrez passer, on s'inscrit. C'est gratuit, évidemment. Suivez le compte de Gladscope et le compte de Radio Mortimer qui relaiera bien évidemment cette aventure, puisque nous serons tous là. Oui, et je pense qu'il y a un paquet se sont rencontrés au Glad Party, non? Oui, mais je crois qu'on s'est tous vus in real life la première fois sur moi, la Glad Party. Voilà. Et après, on a chacun fait nos rencontrez-vous, vous ferez de beaux projets. Merci Gladys d'avoir parlé de cette Glad Party, donc très attendue, le 4 décembre. Et nous, la semaine d'après, on aura notre émission numéro 9 de Radio Mortimer, donc le 11 décembre, si je calcule bien. Et donc à plus tard et à très vite sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.